Et bonjour à tous et bienvenue sur le 5e épisode de l'Entre-deux-D, un podcast consacré à tout ce qui touche de près ou de loin au jeu de rôle, avec à chaque fois un invité pour discuter d'un sujet en particulier. Le tout dans une ambiance chill et détendue, comme il se doit, vous commencez à connaître la rengaine. Et aujourd'hui, on va parler musique, ambiance et atmosphère sonore en tout genre. Parce que oui, même si vous avez les plus belles descriptions du monde en tant que maître du jeu, il serait dommage de délaisser ce coup de pouce bien pratique qui vous aidera à immerger encore plus facilement vos joueurs dans une ambiance spécifique. Et puisque l'on parle d'ambiance sonore, ça tombe bien, figurez-vous, car mon invité du jour est un expert en la matière. Oh, vous le connaissez sans doute très bien, ou à minima le connaissez sans même le savoir, puisqu'à partir du moment que vous avez tapé les mots-clés RPG et ambiance sur YouTube, il y a de grandes chances que vous soyez tombé sur lui. Je veux bien sûr parler de Michael Gelfi. Bonsoir Michael, cela me fait très plaisir de te recevoir dans cette émission. Bonsoir Cyprien, mais quelle magnifique introduction tu fais. Et je t'en prie. Quel bon communicateur. Écoute, j'espère être capable de parler avec autant d'éloquence des ambiances et de la musique que tu l'as fait. mais quel flatteur, mon Dieu. Alors pour ceux qui le connaîtraient pas, vous trouverez encore une fois là, comme d'habitude, vous trouverez tous les liens disponibles un peu qui sont liés à notre invité en description de cette vidéo. Je le dirai peut-être une autre fois dans le podcast. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ton travail, ta chaîne, tes projets actuels et voilà, histoire de mettre à la page tout le monde. Alors oui, donc je m'appelle Michael Gelfi, je suis à la base compositeur, du moins dans le monde du JDR. À côté, j'ai fait d'autres choses avant et j'en ferai aussi d'autres sûrement après. Mais actuellement, je gère une entreprise qui s'appelle Michael Gelfi Studio. On est une entreprise de 6 personnes maintenant, 4 compositeurs dont moi et 2 éditeurs. Et nous composons des sons, des effets spéciaux, donc c'est des sons one-shot comme une explosion, des bruits de pas et autres, des ambiances, donc des atmosphères non musicales comme des châteaux hantés, une ville médiévale, une station spatiale et autres, et de la musique dans plein de styles différents. Et ces compositions, on les met on les distribue, ou plutôt on les met à disposition gratuitement sur YouTube, et on les vend aussi sur Bandcamp, Patreon et plein d'autres plateformes. À côté de ça, on gère aussi un service en partenariat avec Describe. Donc c'est un service, ça s'appelle la Sonic Library. Vous m'excuserez, c'est tout en anglais. Pourtant, j'aime pas trop les anglicismes, mais ma foi, j'y suis un petit peu forcé actuellement. C'est une plateforme qui fonctionne un petit peu comme Syrinscape, et on a l'ambition de faire très largement mieux avec notre V2 qui va arriver dans quelques mois. Et à côté de ça, sinon, on fait de la musique pour des films, des jeux vidéo, des séries, et tout ce qui a besoin d'un support sonore, idéalement fantasy. Voilà. D'accord, donc, quelle touche à tout, quel palmarès, sinon. C'est déjà pas mal pour ce qui est fait dans le présent, et dire qu'il a annoncé il fera des choses même après, purée, dis donc. Bon alors du coup, mais comment ça a commencé? Alors, du coup, j'aime bien poser un peu cette question un peu aux créatifs que je rencontre un petit peu. Ça a été quoi le déclic? T'as fait passer peut-être de rôliste à créateur d'ambiance sonore, pouf comme ça, c'est venu d'un coup. Enfin, parle-nous un peu de cette étincelle qu'il y a eu. Alors je suis un petit peu contraint de revenir en arrière de manière temporelle, dans le sens où j'ai commencé la musique sur YouTube il y a une 12aine d'années, bien avant que je connaisse le jeu de rôle. J'étais juste fan de jeux vidéo à l'époque, fantasy pour la plupart. Je faisais du post-rock sur YouTube. Mes premières vidéos sont encore présentes, je les ai jamais supprimées pour laisser une trace de ce à quoi ça ressemblait au début. Et ça ressemblait pas à grand chose. Je tiens à le dire, les débuts étaient très modestes. C'était même très mauvais en fait. Oui, je faisais de la musique sur YouTube, un peu dans mon temps libre à côté durant l'université en fait. J'avais aucune prétention d'en faire mon métier à aucun moment. Enfin, j'espérais, mais je savais bien que j'avais pas le niveau, sachant que j'ai tout appris sur le tas. J'ai jamais fait aucune école de musique ni quoi que ce soit. Et quelques années plus tard, je dirais 7 ans plus tard, j'ai commencé à faire le maître de jeu. J'avais déjà commencé le jeu de rôle à côté, mais c'était un ami qui faisait le MJ, sauf qu'il faisait pas le MJ assez souvent à mon goût. C'était une fois tous les 2 mois, tous les mois. Il mettait trop de temps à faire des sessions, et donc je me suis dit, je vais faire le MJ moi.
Et j'ai tout repris, j'ai commencé à écrire mes campagnes et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas les sons que je voulais sur YouTube. Et puisque je savais faire de la musique, je me suis dit, bon, bah, le métier de sound designer, oui, la traduction, je sais pas ce que c'est. Oui, bon, enfin, ingénieur son. Oui, voilà, enfin, oui, c'est très compréhensible par tout le monde, je pense. Je me dis, bon, bah, c'est pas très éloigné, j'étais pas trop mauvais en mixage, en mastering, donc je dis, bah, je vais essayer. Puis j'ai fait 2 ambiances pour des scénarios que j'avais en tête. Et je les ai mis sur ma chaîne YouTube. À l'époque, j'avais 7000 abonnés. En 7 ans, c'est pas génial. Ça marchait pas vraiment non plus, mais c'était pas non plus le but. Enfin, j'avais pas de prétention à cet égard. J'ai mis les ambiances et ça a fait pas mal de vues assez vite. Et bon, les ambiances elles-mêmes, je les utilisais, donc elles avaient un objectif personnel. Et je voyais que ma communauté, étonnamment, les appréciait, alors que je faisais du post-rock et puis de la musique orchestrale à côté, ce qui était assez étonnant. Mais il y avait une espèce de nouvelle communauté qui se créait là autour. Et donc je me dis, bah tiens, au début j'en ai fait une par mois, ensuite une toutes les 2 semaines, et ensuite toutes les semaines. Et je voyais que ça grossissait, il y avait de plus en plus de monde qui me suivait, qui demandait des ambiances, qui avait des demandes précises. Si bien que c'est vite monté à 20 000 abonnés et à quelques centaines d'ambiances composées. Et j'arrivais à 3-4 ambiances composées chaque semaine en rentrant le soir du boulot. À l'époque, j'étais consultant en cybersécurité. Je bossais pour Rolex, entre autres, et d'autres grosses entreprises de Genève. Je suis basé en Suisse, je ne sais pas si ça a été dit. Et puis c'était bien plus excitant de faire ce petit job-là en rentrant le soir que de m'emmerder avec une hiérarchie pour laquelle je n'avais pas forcément beaucoup d'égards. Et puis en fait, après 2 ans, j'ai remarqué que les gains sur Patreon et sur YouTube et qu'il y avait une espèce d'engouement qui me permettait de supposer pouvoir en vivre un jour. Et je sais pas si je réponds toujours à ta question. Oui, non, mais vas-y, comment ça a commencé, oui. Oui, non, mais on a le parcours, oui, c'est très bien. Continue. Et à cette époque, je discutais avec ma communauté sur Patreon, puis je me souviens qu'il y avait un type qui s'appelle Sébastien, qui avait un petit projet, et Foundry venait de sortir. Foundry, c'est ce Virtual Tabletop, ce programme pour gérer le jeu de rôle à distance, qui venait de sortir, et ce Sébastien, il développait des mods pour en fait pour Foundry. En fait, il était développeur, mais pas directement pour eux. Il faisait ses mods, il les distribuait sur son Patreon, ça marchait bien. Puis il me dit, écoute, lui, il avait un problème avec s'il avait téléchargé sur mon Patreon. Tout ce que je dis est lié, hein, tu verras, ça va se lier à la carrière. C'est une parenthèse, mais en fait, qui fait du sens, parce que ça a lancé en fait ça a lancé cette dynamique. Il m'a dit, écoute, il avait un souci, je l'aide à régler son souci, alors que c'était de sa faute, tu vois, mais il faut toujours aider les clients, ça c'est une évidence. Il a beaucoup apprécié le temps que j'ai passé à expliquer ce dont il avait besoin. Et il me dit, si tu veux, je te mets en lien avec Andrew Atropos, c'est lui qui gère Foundry, c'est le directeur. Et puis je me suis dit, tiens, un petit VTT, c'est tout petit à l'époque Foundry, il n'y a personne qui l'achetait encore, c'était vraiment tout petit, tu vois, il y a que Roll20 qui était immense. Et du coup, j'ai commencé à causer avec Andrew. Et quand il a lancé Foundry vraiment officiellement, et il a commencé à faire de la pub et que ça a commencé à grandir, on a fait ensemble ça s'appelle un module. C'est un truc que tu peux télécharger et mettre dans Foundry comme un DLC, comme un add-on en fait. Et c'était le premier add-on gratuit de musique, et c'était le premier add-on qu'il appelait pas premium ou sélectionné ou un truc comme ça. Enfin, c'était gratuit, c'était pas premium dans le sens où il fallait payer, mais c'était en mode un peu sponsorisé par quelqu'un, si tu veux. Et ça a lancé en fait ma carrière, si je puis dire, parce qu'il y a eu un immense engouement autour de mon Bandcamp où je vendais 1 ou 2 albums à l'époque, c'était modeste. Et je me suis dit, tiens, en fait, ce mois-ci, j'avais plus ou moins doublé mon salaire. Et puis je me suis dit, il y a peut-être moyen d'arrêter de m'ennuyer à faire mon job actuel et à bosser, à vivre de la musique, en fait. Ce qui était étonnant, parce que comme je te dis, j'ai jamais fait le conservatoire, j'ai jamais rien fait, jamais fait aucun cours, quoi. J'ai appris sur le tas. Et depuis ce jour-là, j'ai bossé comme un dingue, tous les soirs en rentrant, enfin encore plus. Et puis, peu de temps après, j'ai pu 6 mois plus tard, le 1er janvier 2021, j'ai pu me lancer à 100%
Donc Michael Gelfi, pas Michael Gelfi Studio à l'époque, c'est par la suite qu'on est devenu un studio et que j'ai embauché plus de monde. Tu avais fait une vidéo, je me rappelle, j'avais vu, tu avais fait une vidéo pour expliquer justement que tu faisais ton passage, du coup, tu t'émancipais, du coup, tu passais à plein de temps sur les projets et tout, je m'en rappelle. Oui, parce que tu vois, il y a une époque où, il y a toujours un moment où sur ces projets, quand ils commencent à bien marcher, ça te prend 6-7 heures par jour. Oui. Et 6-7 heures par jour avec un job de 8 heures, plus, à moins de vivre chez tes parents ou que ta femme ou ton mari qui fasse tout le reste à ta place, il n'y a pas les heures en fait, simplement. Oui, c'est ça. Ou alors possible. Tu prends ça sur le sommeil, mais tu tiendras pas très longtemps. Ouais, mais tu tiens 3 semaines, grand max, tu vois, et ensuite tu lâches, c'est pas possible. Alors moi, je dors pas beaucoup, je bosse beaucoup, mais quand même, là, c'était juste pas possible. Puis, le 1er janvier, j'ai essayé de switch et ça a bien marché directement dès le premier jour. Enfin, je le savais parce que tu vois, il y a une inertie qui est très conséquente dans ce genre de business. Tu t'es pas non plus jeté totalement dans l'inconnu, c'est-à-dire quand même tu as réfléchi longuement quand même, tu es pas allé YOLO comme on dit quoi. Comme on dit. Oui. Comme disent les jeunes, oh là là. D'accord, purée, sacré porc. Et après du coup tu as fait, il y a eu le studio qui est arrivé petit à petit. Alors le studio c'était 11 mois plus tard, c'était en novembre. En fait j'avais beaucoup trop de boulot avec YouTube. Tu le sais très bien, il faut tourner tes vidéos, il faut les poster, il faut ensuite en parler et tout. Et je me suis dit non mais avec la composition, avec d'autres projets à côté. Et à l'époque je faisais aussi de la musique, je faisais un morceau de musique par mois et quelques ambiances. J'arrivais juste pas à tout faire en fait. Je devenais dingue vraiment. C'était très usant et je me suis dit je vais prendre quelqu'un pour juste poster les vidéos YouTube en fait, faire la promotion et pouvoir me spécialiser dans certaines tâches. Et donc j'ai pris Toshio, il s'appelle. Il habite au Brésil et il fait le travail d'un éditeur en fait. Donc il fait tout ce métier de promotion et autres. Et c'est un gars très intelligent qui est très créatif. Et puis alors moi je suis d'avis que les gens doivent être laissés libres, le plus libre possible, suivant leurs compétences, mais pour vraiment pouvoir exprimer leur talent. Et en fait lui je lui fais une liste d'objectifs et je lui dis écoute ça c'est les objectifs, c'est ce que tu dois faire. Et tout le reste est libre. Tu gères comme tu veux, puis il m'a fait un boulot, il fait un très bon travail, j'adore travailler avec lui. On est les deux très libres, donc il n'y a pas beaucoup d'interaction, mais, ouais, voilà, mais au moins, le travail est fait en fait. Ouais, voilà, c'est ça, le travail est fait. C'est exactement ce que j'allais dire, au moins et ça avance, quoi, ça tourne, et bon, ça tourne très bien comme ça, il y a pas de... Ça change beaucoup du précédent travail quand même, on ne va pas se le cacher. Ah oui, parce que le précédent travail, tu vois, c'est un job ultra hiérarchisé, où on était toujours derrière moi, ce que je déteste, parce que quand on me dit de faire un job, il est fait même très vite souvent. Alors ensuite, entre deux, j'ai travaillé pour l'État, pour l'administration aussi dans la cybersécurité. J'étais chef de projet et puis à l'État, alors c'était sympa, mais le rythme de travail était beaucoup trop lent pour moi et ça me rendait dingue. Ça me rendait vraiment dingue. Je connais cette sensation, oui. Tu fais oui, on pourrait aller plus vite. Non, très bien. Oui, du coup, je faisais le travail des autres pour que le projet avance plus vite, mais c'était, je m'ennuyais. Mais ça ne marche pas. Du coup, je disais, non, mais c'est ma destinée de bosser tout seul, en fait, d'avoir mes projets, mes entreprises. Sinon, et peu de temps après, donc un mois plus tard, il y a Philippe Melvan qui nous a rejoint. Philippe, qui est, il est un peu mon... il est mon... comment dire ? Je suis la matière et l'antimatière, ou inversement, dans le sens où lui, il est... Pour tout ce qui est marketing, organisation, communication, ce genre de choses, c'est une catastrophe. Par contre, en termes de création musicale, c'est un génie. Moi, j'ai un immense respect pour lui. Toutes les musiques qu'il fait sont extraordinaires, je trouve. Et je voyais sur sa chaîne, en fait, il avait une chaîne YouTube ainsi qu'un Patreon. Il composait quelque chose comme 1 heure de musique par mois à l'époque, et il en faisait la promotion, les vidéos YouTube et tout. Et il gagnait quelque chose comme $500 sur Patreon. Donc, c'était rien du tout par rapport au travail fourni en fait. Puis moi j'étais en admiration dans cette musique qui était très largement supérieure à la mienne, sachant que moi ma spécialité c'est les ambiances. Les ambiances, en toute modestie, je trouve être très bon là-dedans. Je me trouvais très bon là-dedans, mais pour la musique pas du tout. Et je me suis dit tiens, on va pouvoir se compléter en fait. Et donc je lui ai proposé qu'il rejoigne, que je crée une entreprise et qu'il me rejoigne, dans le sens où j'étais beaucoup plus gros que lui, donc c'était logique que lui me rejoigne. Et il a accepté tout de suite parce qu'il a vu qu'il avait plus qu'à ainsi composer la musique et c'est tout, je me serais occupé de tout le reste. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il m'a donné les droits sur son backlog, tout ce qu'il avait composé. C'était à peu près 250 morceaux de musique qu'il a composé en 2 ans. Tu vois, c'est la folie. Oui, non, c'est la folie. C'est une bibliothèque. Mais ça, c'est Mozart. Purée, non, il est vraiment extraordinaire.
Et maintenant, il est très heureux parce que déjà la vie est beaucoup plus simple pour lui et il compose énormément, autant qu'il veut. Moi, je lui trouve des clients, il peut passer pour des projets vraiment cool. Je t'en ai parlé un petit peu déjà avant, mais on a des, comment dire, on aura la possibilité de composer toute la BO de toutes les nouvelles sorties de Paizo. Donc c'est en termes de composition, c'est des heures et des heures de musique chaque année qui vont arriver et tout leur backlog. Donc c'est un projet gigantesque et c'est un immense honneur de pouvoir faire ça. Et typiquement, Philippe n'aurait pas eu accès à ça sinon. Et moi non plus. Et cette alliance, cette nouvelle entreprise nous a permis de justement pouvoir avoir accès à des plus gros clients et professionnaliser un petit peu le tout. Et puis du coup, l'avantage, c'est que voilà, comme tu le dis, justement, tout le monde fait ce qu'il aime. Du coup, tout le monde s'y retrouve. Et du coup, ça avance encore plus vite parce qu'en fait, tout le monde fait ce dans quoi il est meilleur et perd pas de temps à faire ce qui ne lui plaît absolument pas et à le faire de manière médiocre de surcroît, quoi. Exactement, ouais, cette personne n'est obligée de faire son travail en fait. Si l'entreprise tourne bien, donc on n'a pas de petits projets chiants qu'on doit se forcer à faire. Donc ça nous permet de sélectionner vraiment nos clients aussi, ce qui est assez extraordinaire, surtout pour le monde de la musique où t'as personne qui en vit en fait. C'est extraordinaire. On est vraiment. Je peux utiliser le mot privilégié, je l'aime pas, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Oui, c'est ça, oui, c'est quand même une niche quand même déjà où tu te dis oula, quand même c'est une niche un peu compliquée, mais quand même oui, vous débrouillez très très bien dans l'ensemble quand même. En fait, c'était une niche qui avait besoin d'être un petit peu domptée, dans le sens où sur YouTube, quand j'ai commencé, comme je disais, il n'y avait pas ce que je voulais sur YouTube quand je faisais mettre de jeu, mais en fait, il y avait quelques ambiances, mais ça partait dans tous les sens. Tu avais aussi des Français, je me souviens de quelques Français qui avaient des chaînes YouTube où ils faisaient des ambiances, mais alors tu en avais une qui faisait 3 minutes, une qui faisait 9 minutes, une qui loupait pas correctement, enfin qui faisait pas des boucles parfaites, certaines avaient un peu de musique dedans, elles n'avaient pas les mêmes niveaux sonores, enfin c'était le bordel, excuse-moi, c'était un peu le bordel, c'était un peu le chaos. Et moi j'ai un peu apporté l'organisation suisse dans tout ça, c'est que toutes mes ambiances faisaient la même longueur, elles ont toutes le même niveau sonore, toute la même qualité qui se veut être, je l'espère, la meilleure possible. Tu vois, par exemple, les banques de sons que j'utilise pour composer mes sons, c'est les mêmes banques de sons que Hollywood en fait. Alors l'investissement était vraiment conséquent, mais derrière ça permet d'avoir une très belle qualité de son qui fait qu'on est les seuls qui occupons actuellement cette niche avec succès en fait. Tu vois, tous les autres compositeurs d'ambiance sur YouTube, alors quand c'est pas volé, parce que la plupart du temps c'est volé, hein, c'est piqué à d'autres gars, on n'est pas beaucoup à le faire, sinon le reste du temps la qualité est pas forcément au rendez-vous. Après, c'est peut-être aussi mes oreilles de spécialiste qui me font dire ça, mais disons qu'après oui, il y a forcément, après il y a toujours peut-être un peu d'amateurisme ou un certain tâtonnement aussi des fois qui fait que toi tu as déjà passé cette étape très largement aussi, donc tu es déjà quand même déjà bien des étapes après, peut-être de personnes qui sont peut-être déjà un peu encore en train de tâtonner. Et du coup tu parlais de vol, je crois qu'il y a eu un truc en ce moment là, justement dans la vidéo, tu as fait une vidéo récemment justement pour parler, peut-être on peut en parler très légèrement avant de continuer un petit peu. Tu as eu un souci là-dessus justement un petit peu, tu avais fait une vidéo, je te laisse en parler du coup avant qu'on continue. Oui, alors ça c'était à la fois une désillusion et une certaine tristesse liée au fait qu'en fait on a une licence d'utilisation qui est extrêmement libre, c'est-à-dire que je me souviens de l'époque où j'étais un petit youtubeur qui faisait pas un sou et qui dépensait vraiment, qui investissait beaucoup dans les instruments et tout ça, puis je fais ça pour le plaisir, mais ça me coûtait cher cette passion. Et du coup, je me suis dit, il y a plein de gens qui sont comme ça sur YouTube, ils ont une passion, ils veulent créer leurs vidéos, ils n'ont pas forcément de moyens. Et moi, j'ai envie d'aider ces gens-là parce que j'aime les gens passionnés, j'aime les gens qui créent leurs projets, qui investissent du temps et qui se donnent dans ce qu'ils veulent faire. Et ma façon de leur redonner un petit peu de leur faire un cadeau, c'est de dire tout ce que vous faites sur YouTube, toutes vos vidéos peuvent utiliser mes sons à la condition que vous me créditiez, et c'est complètement gratuit, je vous demande pas un centime, amusez-vous en fait, c'est à votre disposition, juste achetez les sons en fait, achetez les albums peut-être, mais enfin c'est vraiment pas cher, vraiment c'est vraiment pas cher. C'est le minimum que je demandais, tu vois. Et il y avait une autre condition, c'est que le contenu que ces gens créent ne doit pas être en compétition avec ce que nous on fait. Oui, c'est-à-dire pas de uploader la vidéo, download, upload direct, changer de 3 phrases et dire que c'est une ambiance toute faite. Oui, voilà. Exact. Et il y en avait des gens comme ça, j'en ai rencontré, enfin je les ai pas rencontrés, mais j'en ai vu pas mal sur YouTube, et puis ça me prenait des heures chaque mois de trouver ces vidéos, de remplir les formulaires pour takedown, pour
pour me débarrasser de la vidéo ou de la chaîne complète. Enfin, si tu veux, pour attaquer une vidéo sur YouTube, quand c'est pas fait par un bot, ça prend à peu près 35-40 minutes. Et suivant comment, il faut que tu aies quand même un dossier assez solide. Dans le sens où si tu n'arrives pas à retrouver la licence d'achat des sons que tu as utilisés, ce genre de choses, ils peuvent vite te mettre en défaut et puis c'est toi qui te prends c'est toi qui es ensuite épinglé pour avoir fait une fausse dénonciation, si tu veux. Donc il faut quand même que ce soit solide. Et moi, j'en avais marre de m'occuper de ça. Et récemment, j'ai vu vraiment une explosion de ce genre de cas. Il y a énormément de chaînes d'ambiance sur YouTube, mais des dizaines de milliers. J'ai d'ailleurs vu que tu peux payer, par exemple, des Pakistanais 50 balles pour qu'ils te fassent une chaîne sur laquelle il y a 20 ambiances, par exemple. Tu les payes et eux, ils te font des vidéos, en fait. Donc, ils vont voler tout plein de trucs sur Internet et ils te vendent cette chaîne, puis ils t'espèrent que ça explose. Il y a une chance sur 1 million que ça explose, mais si ça marche, tu fais une vidéo avec 40 millions de vues, puis t'es tranquille, tu vois, ça te fait 2000 € par mois. C'est gigantesque, tu vois, mais les risques sont, les coûts sont faibles, les chances que ça réussisse sont très faibles aussi. Le problème de ces vidéos, c'est que ça remplit YouTube. C'est-à-dire que nous, ça sature YouTube. Et toutes ces vidéos, elles font 100, 50 vues, 200 vues. C'est des vues que nous, on n'a pas et qui cachent nos vidéos, en fait. Et souvent, c'est des sons qui nous piquent à nous. Pareil pour la musique, tu as des mix de 1 heure de musique de combat et tout. C'est nos musiques qui sont piquées parce qu'on a 700 morceaux de musique. Et donc, les gars, ils font leur mix. Tu peux faire plein de mix avec 700 morceaux de musique fantasy. Tu vois, je peux t'en faire 50 des mix différents d'1 heure. Et donc là, j'ai cherché une solution et je voulais pas activer le Content ID de YouTube. C'est une fonctionnalité qui te permet de scanner tout YouTube et tout ce qui utilise les sons que tu as identifiés comme étant à toi, ça claim la vidéo, donc ça envoie, ça la reconnaît comme étant ton copyright et ça prend tout l'argent pour toi. Je voulais pas faire ça parce que j'avais donné ma promesse et j'avais signé comme quoi j'autorisais les gens à utiliser mes sons avec notre licence ouverte. Et ça, pour moi, c'est indéniable et je reviendrai jamais là-dessus parce que j'ai qu'une parole. Je pourrais le faire théoriquement. Je sais pas ce qui se passerait, pas grand-chose, tu vois, à part que ce serait hyper malhonnête, c'est que j'y gagnerais beaucoup, mais jamais de la vie je le ferais, tu vois. Mais par contre, je voulais un système qui permette de juste m'assurer que les gens me créditent correctement et qui gardent tout en échange, si tu veux. Qui me semble être un échange assez généreux. Et j'ai été contacté par une entreprise qui me permettait justement ça. C'est une toute nouvelle technologie ils appellent ça le Smart Content ID, donc ils sont pas très loin pour chercher le nom, mais en fait ça va simplement lire ce qu'il y a dans la description et s'il y a les mots clés que tu as décidé, eh bien ça relâche les droits sur la vidéo en fait. Et donc on a activé ce service et alors comme je dis, la désillusion est arrivée parce que ça fait 6 jours que le système est activé. Ça a identifié 6400 vidéos où on n'a pas été crédité. 6400. Et pour te dire, il n'y a pas une grande partie de YouTube qui a été scannée pour l'instant. Ça met 2 mois pour faire le tour de YouTube et on a seulement mis 800 morceaux sur les 2500 parce qu'il y a aussi mes ambiances. Et les ambiances, c'est ce qui est le plus volé. C'est pas la musique. Et donc, en fait, à la fin, je sais pas combien ça va faire de vidéos. Ça va peut-être en faire 100 000, 200 000, je sais pas. Et c'est tous des gens qui ne nous ont pas, qui nous ont pas crédités. Oui, qui ont juste piqué notre boulot. En fait. On est sur du détournement. Le trait on n'est pas sur 4-5 vidéos. Imaginez donc 6100 vidéos à 45 minutes les vidéos. et je peux dire que ces gaillards-là, ils n'ont pas acheté mes morceaux, parce que... Oui, parce que sinon j'aurais un yacht, comprenez bien le truc. non, mais si tu veux, ça m'aurait quand même... Enfin, j'aurais vu la différence. Oui, c'est sûr, voilà. Je serais dit oui, non, quand même, ne soyons pas dupes, quand même. Et alors, je savais qu'on me piquait mes sons, je le savais, je l'accepte. Enfin, quand tu mets des trucs sur Internet, en général, tu sais qu'on va te piquer les trucs. C'est évident. Mais tu l'acceptes, en fait. Pas cette envergure. Non, pas cette envergure, c'est juste extraordinaire. C'est simplement extraordinaire. Tous les jours, je regarde ces statistiques qui montent, je vais voir un peu quelle vidéo c'est. Et aujourd'hui, là, juste avant, il y a 3 heures, je faisais le tour d'un peu de ces vidéos qui utilisaient nos sons et je tombais sur une vidéo d'ASMR un petit peu porn, tu sais, un truc un peu. Ah oui, cradingue. ça. Et je sais, ah là là, non, ils utilisent même là-dedans. Et il y avait du style 60 000 vues, donc c'est conséquent. Et je regarde, il y avait mes ambiances en fond. Et puis, alors j'étais pas du tout crédité ni dans la vidéo, ni rien, nulle part. Et il y avait un lien vers leur Patreon. Et apparemment, ces salopards, excuse-moi, je sais pas si je dois. Non, mais ça vient du cœur quand même. Ils utilisent
utilisent mes sons, ils font leur voix par-dessus avec leur petit scénario, voilà, et ils vendent ça comme bande son en fait, que tu peux te passer la nuit ou quand tu veux. Enfin, je sais pas quand ces gens écoutent ces sons-là, mais et puis alors je suis allé sur leur Patreon, je me suis inscrit, ça m'a coûté $5 du coup pour télécharger, pour prendre le screenshot pour dire bon les gars, on va trouver une solution, sinon c'est le tribunal. Sinon votre Patreon, vous pouvez lui dire au revoir parce que vous faites c'est illégal. Et oui, c'est très illégal. Oui, non, et oui, ça, forcément, oui, ça c'est un aspect un peu un revers de médaille un peu juridique pour ce qui est quand tu fais surtout de la création de contenu. Alors c'est plus, on va dire, tu es un peu plus tranquille quand tu fais de la création de contenu physique parce que personne va aller photocopier. Moi, je me vois mal les gens qui vont aller photocopier mes cartes ou photocopier mes livres, mais bon, forcément, quand on est sur du digital, ça peut aller à une vitesse absolument folle, quoi. En fait, tu as le ratio coût-bénéfice qui est différent. Tes cartes, en fait, tu as meilleur temps de les acheter parce que le temps que tu trouves, mettons que tu trouves le PDF, que tu t'ennuies à les découper, à les imprimer et tout, tu perds tellement de temps que tu as meilleur temps de les acheter. Un son sur YouTube, en fait, le télécharger, c'est vite fait. Oui, c'est ça. Et en fait, en criminologie, on dit souvent l'occasion fait le larron. C'est-à-dire que la plupart des gens ne feraient pas de crime si ils n'avaient pas l'opportunité facile de le faire, en fait. Et là, le crime est facile sur YouTube. Oui, c'est ça. Pour télécharge tout, puis on est marre, tu vois. En plus, ça demande quand même une sacrée charge de travail, quand même. On ne doit pas se... Bah oui, charge de travail, charge financière aussi, parce que les sons utilisés derrière, c'est des grosses bandes son. Enfin, c'est pas rien. Alors justement, si on pouvait rentrer un petit peu dans la technique, tu voulais finir, et je t'ai coupé. Donc... Ouais, juste dire, pour terminer sur l'aspect des droits, si quelqu'un écoute cette vidéo et dit « c'est risqué d'utiliser les sons », non, du coup, en fait, c'est pas risqué parce que le système est bien fait et si les crédits sont mis dans la vidéo et que par hasard ou par erreur, le système identifierait quand même le son malgré les crédits, il y a toujours une demande qui est faisable avec un Google Form qui est fait de manière automatique et le lendemain, la vidéo est relâchée, si je puis dire, avec les gains qui sont rétrocédés immédiatement à la personne. Donc, c'est vraiment un système qui est hyper fonctionnel. Puis il y a beaucoup d'artistes qui passent dessus maintenant parce que la situation est critique pour beaucoup, en fait. Ouais. Ce n'est pas là pour taper sur les doigts de personnes pas du tout. Sympas, mais juste voilà. Pas du tout, parce que moi j'adore savoir que nos sons sont utilisés. Philippe et moi, c'était Philippe au début, il m'a dit écoute, c'est bien si je peux en vivre, mais moi je veux surtout que les gens utilisent ma musique en fait. Et oui, c'est ça le truc. Et à la base, c'était ça aussi qui me motivait quand j'ai commencé. Tu as dit les gens ils te mettent des commentaires, ils sont heureux de pouvoir utiliser, ils disent comment ça s'est passé. Ou j'aime beaucoup aussi ceux qui m'expliquent dans quelle situation ils ont utilisé le son. Tu vois, ils t'écrivent un peu le scénario. Alors des fois ils t'écrivent 6 pages parce que tu connais les gens dans le JDR, ils sont très passionnés. Et parfois trop passionnés quand ils t'expliquent leur récit de session, ça n'en finit jamais, mais c'est toujours, en fait, c'est incroyablement gratifiant en fait, parce que même si tu lis pas les 6 pages de texte qui t'ont écrit sous la vidéo, tu sens que ça vient du cœur, et ça pousse à continuer en fait, dans quelque chose de créatif et de vachement sympa, quoi, le truc de une passion commune en plus, donc c'est ça qui... oui, et c'est encore mieux de les rencontrer en vrai. C'est quand tu vas Octogone cette année ou bien les autres fois je suis à d'autres événements et c'est génial. Enfin, mais je dérive un petit peu. Mais non, c'est pas grave, on est là pour ça. Alors on va revenir un peu justement parler un peu de la technique et comment ça se passe un petit peu la création d'ambiance sonore. Est-ce que tu peux nous détailler, on va dire, dans la mesure un peu du divulgable et on va dire de restons synthétiques tout de même. Je me dis, on sait jamais, tu sais, l'ingrédient secret comme le Coca-Cola, on sait pas, tu vois. Alors non, il n'y a pas d'ingrédient secret, c'est beaucoup d'habitude et de boulot. Et en fait, je te parlais du côté suisse avant, c'est pas pour rien. C'est comme ça que j'ai eu c'est mon côté organisationnel un peu surdéveloppé ou un peu maniaque même, carrément maniaque, qui fait que j'ai pu augmenter ma productivité sur mes ambiances. Mais voilà comment ça se passe. J'ai un template, comment dire un template français, c'est un modèle, un modèle, merci. J'allais dire un pochoir. Mais j'ai un modèle sur Cubase. Cubase, c'est un programme que j'utilise pour faire du traitement de son et en fait, c'est pour faire de la MAO, musique assistée par ordinateur. Tu peux utiliser d'autres choses, Logic, Pro Tools, il y en a plein, ils se valent à peu près tous, mais Cubase, Pro Tools, c'est les meilleurs pour ce travail précisément. Donc, j'ai ce modèle dans lequel j'ai à peu près 10 000 pistes qui sont déjà préchargées, prédécoupées, avec dessus, sur chaque piste, un équalisateur, un compresseur et différents effets. Ces effets,
pas vous embêter avec le détail, mais c'est pour changer par exemple la hauteur de la note, c'est pour baisser les graves, augmenter les aigus, enfin tout ce genre de choses en fait pour travailler le son en lui-même. Et en fait, j'utilise ça un petit peu comme des Lego maintenant, c'est-à-dire que mon modèle est tellement avancé que si je veux faire une ambiance de forêt la nuit avec des villageois en fond et je peux me proposer autre chose, je sais pas, les dragons par-dessus, voilà. Vendu. Et ben en fait, si je devais la faire, cette ambiance, ça me prendrait 10 minutes. Pourquoi ? Parce que j'ai déjà ma piste de villageois, même plein, j'en ai genre 40, je pense, différents, parce que tu as des villageois qui parlent fort, des villageois qui se battent, des villageois qui machin. J'ai une dizaine de sons différents d'ambiance de forêt qui sont déjà, comme je t'ai dit, prédécoupés pour que ce soit en loop et tout. J'ai mes sons de dragons que j'ai fabriqués moi-même et j'ai plus qu'à les activer, ces pistes, et à les équaliser, les mixer d'une certaine manière pour que j'entende les villageois vraiment en fond. C'est-à-dire, par exemple, pour les entendre en fond dans une forêt, il y aura peut-être pas beaucoup d'aigus parce que les aigus vont être absorbés par les feuilles. Bah, ça, évidemment, il faut des connaissances un peu en physique, mais ce genre de choses. Puis un peu une oreille aussi, quand même, une oreille un petit peu. Une oreille que tu travailles, qui est venue avec le temps. Tu vois, là, je suis à 1100, bientôt 1200 ambiances composées, donc j'ai pas mal d'expérience. Une sacrée oreille, on peut le dire. Très belle oreille, mon cher Michael. Heureusement, j'en ai deux encore. Ah, très bien. Oh là là. Ouais, et tu vois, ça me prend peu de temps parce qu'il faut que je les sélectionne et puis je les active. Après, pour certains sons, ça me prend des jours. Par exemple, si je dois composer une ambiance de bataille, les batailles, c'est extrêmement compliqué à faire parce que t'as tous les sons d'épée, de mecs qui gueulent, des gars qui tombent, des gens qui se font découper enfin, tu vois. Enfin, tu te laisses imaginer une bataille. Et en fait, ça, c'est que des sons individuels que je mixe ensemble avec d'autres programmes que j'ai à côté. Et c'est vraiment une semaine de travail complète parce qu'il faut que je fasse des petites histoires dans le sens où, en fait, on s'en rend pas compte quand on fait pas ce métier, mais le son, par exemple, c'est tout bête, hein, deux chevaliers qui se battent ou deux combattants qui se battent, les deux sont en armure et les deux ont un marteau. Le premier prend un marteau et tape sur la cuirasse de l'autre et l'autre tombe au sol. Imagine ça en termes sonores, qu'est-ce qui se passe ? T'as au début le whoosh du marteau. Le whoosh, c'est c'est-à-dire le marteau, le bruit du marteau qui traverse l'air, qui repousse l'air, et t'as ce son un peu grave, tu sais, de déplacement d'air. T'as le marteau qui frappe l'armure, donc t'as le bruit déjà du métal contre le métal que tu dois rajouter. T'as le cri du premier guerrier qui fait l'effort avec un souffle, et t'as le deuxième qui fait un souffle un peu rauque parce qu'il va pas gueuler, parce qu'il s'est fait défoncer la cage thoracique. Et ensuite le son du gars qui tombe. Et sur tout ça, il faut mixer. Donc tu dois faire en sorte que les volumes soient justes. Tu dois les équaliser pour que ce soit correct dans la spatialisation et mettre dessus encore une reverb. Donc la reverb, tu sais, c'est dans les églises par exemple, tu as cette réverbération qu'on connaît bien, où quand tu tapes dans tes mains, ça met du temps le son met du temps à disparaître, tu sais, ça résonne et tout ça. Et ça doit dépendre évidemment du lieu dans lequel cet élément se passe. Et imagine faire ça pour 5000 gaillards. Évidemment, tu fais des copier-coller par-ci par-là, mais il te faut plein de petites histoires pour réussir au final à faire une bataille. Et pour pas que ce soit juste un brouhaha où t'as balancé, t'as bazardé coup d'épée pour MP3 à gauche et à droite et tout, il s'en est pas, ce n'est pas comme ça. Ouais. Sinon, du coup, ça ressemble plus à rien, oui. Du coup, c'est assez amusant parce que souvent les gens dans les commentaires me disent hey, tu pourrais m'expliquer comment tu fais ton métier, comment tu fais ces ambiances. Et j'ai envie, à chaque fois je leur dis mais écoute, est-ce que tu t'imagines demander à un avocat comment il fait son métier? Ça tu peux juste me dire en 5 minutes comment t'es avocat, j'ai un peu du temps ce week-end, je vais le faire. Ça, c'est pas possible en fait. Oui, c'est ça. Il y a tout un process quand même, le truc d'imbriquer, on va dire, et surtout que ce soit agréable à l'oreille et que ce soit pas un tintamarre, le truc parce que équaliser tout ça, etc. Et tout. Je l'avais remarqué je l'avais soulevé très fort dans la vidéo justement pour dire que la qualité sonore était très au rendez-vous et surtout, moi, sans avoir une oreille, je suis très sensible aux variations sonores et ça me fait péter des câbles quand des fois j'entends des trucs et que d'un coup, wow, ça a pris 5 décibels sans crier gare. On sait pas pourquoi. Du coup, c'est avec un casque, c'est encore plus poignant et on se dit mais mon Dieu, mais c'est désagréable, c'est le truc. Et donc là, oui, il y a tout ce travail un petit peu de rééquilibrage quand même, qui mine de rien prend énormément de temps. Et alors bon, évidemment, là tu disais qu'il y avait
il y avait, du coup, tu disais qu'il y avait des banques sonores, etc. et tout, donc évidemment, tu n'enregistres pas chaque bruitage toi-même. Ah oui, je t'ai pas répondu pour ça. Tu n'es pas, tu n'es pas avec, tu n'es pas avec un marteau et et des coconuts comme font les chevaliers de la table ronde pour faire les chevaux. Ouais, c'est ça, le pigeon asiatique ou le pigeon africain, comme dans Mon Petit Python. C'est ça, voilà, c'est exactement ça. Écoute, oui et non. C'est-à-dire que j'ai eu enregistré pas mal de sons. Il y a des ambiances où c'est juste moi. Typiquement, le son calme, c'est quoi? C'est Silent Tavern ou un truc comme ça. C'est ou Taverne calme ou un truc comme ça. Je mets toujours des noms très génériques pour les ambiances parce que le but c'est que ce soit identifiable en fait. Donc, même si c'est un petit peu malaisant parfois, les noms sont un peu ridicules, mais au moins c'est clair. Tu sais ce que tu cherches. Et donc Calme Taverne, je crois que c'est ça. C'est juste moi qui déplace des trucs dans mon sous-sol. Dans le sous-sol de mon ancienne maison pendant 30 minutes. Et puis j'en ai, tu vois, donc par exemple, je me souviens, j'avais pris un coffre, j'ai un coffre en bois dans lequel j'ai quelques miniatures parce que je joue beaucoup à Donjons et Dragons. J'utilise des Lego en fait, donc j'utilisais mon coffre. J'ai pris des chaises que j'ai déplacées toute la maison, j'ai tout mis les chaises dans ce sous-sol et j'ai pris des verres aussi, puis un linge, une serviette, et puis je me suis juste enregistré faire le tavernier pendant 20 minutes, puis j'ai remis un son de feu derrière et tout. Puis là, c'était une vraie prise de son, quoi. J'ai la chance d'avoir une communauté qui est vraiment cool, et la communauté m'envoie des sons, parce qu'il y a des choses qui sont pas disponibles sur Internet, quel que soit le prix que tu sois prêt à mettre, hein, d'ailleurs. Il y a juste des choses qui n'existent pas sur Internet, comme son, et c'est toutes les voix fantasy. Ça n'existe pas, ou alors elles sont ridicules. Mais vraiment ridicules, au point que si je te les mets dans une ambiance, tu changes d'ambiance immédiatement, et tu me... Oui, je vois. Je vois le genre. Et vraiment, typiquement, j'ai demandé des sons d'elfes, de nobles, de plein de choses. En fait, encore sur mon site internet, j'ai une page qui s'appelle Your Voice, et les gens peuvent m'envoyer des sons, parce que c'est toujours des sons que je recherche, je ne trouve vraiment pas. Typiquement, j'aimerais beaucoup faire une ville une ville un peu arabisante, enfin, tu sais, inspirée par le Moyen-Orient, version fantasy, mais j'ai pas envie de mettre des voix européennes parce que je trouve que ça sonnerait très faux. Et ça s'entend quand même quand c'est quelqu'un... Enfin, tu t'entends quand même un petit peu l'origine de la personne dans la façon qu'elle a de dire certaines syllabes, tu vois. Et là, actuellement, je cherche des voix du pseudo-arabe, c'est-à-dire pas du vrai arabe, mais quelque chose qui ressemble. Tu vois, comme tu peux parler du pseudo-français ou le pseudo-anglais. J'aimerais bien ça pour pouvoir... Juste un élément de fond, on va dire, mais pas un truc distinct pour... Ouais, plus sur les consonnes, plus sur les R, plus ce genre de choses, tu vois. Et là, actuellement, c'est ce que je cherche. J'ai quelques personnes de la communauté francophone qui m'ont envoyé des voix d'une très très grande qualité, mais j'en ai pas assez encore pour faire des ambiances. Et puis sinon, il y a... Ouais, je reçois des voix de temps en temps, mais c'est surtout des banques de sons que j'achète. D'accord, ok. Voilà. Et après, du coup, il y a toute cette idée d'assemblage. Mais cette idée, on appelle un peu le film Le Parfum, avec un truc d'aller chercher comme ça des sons, des trucs et tout. Ça doit être passionnant, en vrai, de pouvoir tout faire d'assemblage comme ça et tout, de fil en aiguille, de trouver des fois des bruitages inédits ou des trucs. Ce que tu peux faire avec et tout, incroyable. Ouais, purée. Bah, non, je le fais pas, pour le coup, mais il y en a qui le font, mais pas pour des ambiances de jeux de rôle, plus pour le cinéma. Oui, pour le cinéma. Ouais. Mais qu'est-ce que j'allais dire mince, je sais plus. Oui, tout enregistrer toi-même, ça reste quand même très compliqué. Ça prend beaucoup de temps. Tout. Oui, voilà, et par contre, c'est assez drôle quand tu commences à t'intéresser un peu à ce métier. Tu vois que les sons, tu comprends que les sons qui sont disponibles au cinéma ne sont pas ceux auxquels tu t'attends. C'est-à-dire que les sons de pluie, en général, au cinéma, c'est pas de la pluie, c'est, attention, du bacon qui est en train de griller sur une poêle. Ah bah tu c'est pas une connerie. Tu peux aller chercher sur YouTube, il y a plein de vidéos comme ça. Tu mets Rain versus Bacon ou un truc comme ça et tu essaies d'identifier quand est l'un ou l'autre, et en fait, la plupart du temps, tu te trompes. En fait, tu te trompes de manière aléatoire parce que le son est quasiment semblable. D'accord. Et il y a beaucoup de sons comme ça que tu sais qui sont pas du tout... En fait, si tu les entendais en vrai, ce serait pas les mêmes. Sauf que tu es tellement habitué à les entendre d'une certaine manière au cinéma que si tu entendais le vrai son, tu ne les aimerais pas. Tu ne l'aimerais pas. D'accord, le truc. Moi, j'ai toujours aimé le bruit de la pluie. Donc c'est peut-être pour ça, je m'y retrouve au final. Quand tu cuis du bacon. Et j'aime le bacon, ouais, c'est ça. Ce bruit de la pluie, mon Dieu, c'est magnifique. le gars, il est tout nostalgique devant son bacon, tu sais, il contemple la vie. Qu'est-ce que c'est beau, mon lieu. Qu'est-ce que c'est beau. D'accord, ok, ouais, d'accord. Il y a tout plein de... Putain, ça, c'est incroyable. Dis donc, pas mal de... Il y a énormément comme ça de sons un petit peu éparpillés. Qui sont... C'est vrai que le cinéma, après, c'est
un peu calibré cinéma. Tu as des sons qui sont un peu admis comme étant tel truc. Bon, pas des sons que des fois tu croiserais vraiment dans la vie réelle, les trucs de... Non. Le bruit des épées qui fait dans l'air, bon, c'est très cinématographique. On n'a pas fait des... Enfin, je veux dire, il y a souvent des sons un peu très amplifiés pour des coups de poing ou des trucs où tu dis non, ça ne fait pas vraiment... Il n'y a pas le bruit de punch de cinéma. Un coup de poing, c'est juste un clac comme ça qui part. Et... Oui, c'est assez aigu le bruit d'un coup de poing. Oui, c'est ça. Et puis même des fois, quand tu vois des vidéos où les gens se mettent des vraies patates, tu te dis oh, ils se frappent pas fort. Si. Ils s'en mettent d'éclair là, c'est-à-dire et ça fait pas le bruit du cinéma, mais c'est pour ça peut-être que. Mais on triche énormément, enfin je triche énormément avec les sons, c'est pas grave, le but en fait pour moi c'est l'immersion. Et oui voilà, c'est sûr. Et il y a beaucoup de sons qui sont complètement faux, mais c'est pas grave en fait, et les gens les apprécient comme ça, moi je les aime comme ça et je les voudrais pas différemment. Typiquement le son des ailes de dragon, qu'est-ce que c'est des draps c'est des draps en fait. Et, tu sais quand tu secoues tes draps, ça fait comme ça. Suivant le drap que tu utilises, ça fait plus ou moins de bruit. Et il suffit de les tune un petit peu en grave, pour que ce soit un petit peu plus grave. Vibrant. Et tu mets un gros compresseur dessus pour donner un peu de punch. Puis c'est bon, t'as des ailes de dragon de 15 tonnes, quoi. Ouais, ça fonctionne. Incroyable. Ils ont dû en secouer des draps pour le Seigneur des Anneaux, je vous le dis. Pour faire les Nazgûl. Pour faire les Nazgûl, ouais. Incroyable. Et alors du coup, t'as quand même eu déjà pas mal de collaborations avec d'autres projets de JDR, hein, comme par exemple des logiciels de VTT. J'avais vu, je crois que tu avais fait sur Let's Roll. Avec Let's Roll, j'ai collaboré avec eux. T'as parlé aussi de Foundry, aussi de Paizo. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu et savoir un peu aussi dans l'idée un peu est-ce que pareil travail, ça amène d'autres challenges ou ça reste vraiment, on va dire, un petit peu dans les corps de ce que tu fais tout le temps, genre est-ce qu'il y a un cahier des charges précis à tenir, des trucs où tu es vraiment assez libre dans l'ensemble ou pas? Voilà, c'était... Alors, c'est pas moi qui fais la musique, c'est Philippe maintenant. Mais dans l'idée, tout ce qu'on fait, on le fait à 100%. Donc, on va pas bosser beaucoup plus pour ces projets quand on nous demande de la musique parce qu'on essaie déjà de produire la meilleure qualité tout le temps. C'est simplement qu'on va passer plus de temps à vraiment comprendre ce que veut le client parce que le reste du temps, le client, c'est nous, en fait, de cette manière. C'est-à-dire que moi, quand je fais des ambiances, je considère que je vais utiliser l'ambiance et je me dis, est-ce que je veux ce son-là ou est-ce que je veux un autre? Je suis mon client et si je suis pas satisfait, je continue jusqu'à ce que ce soit bon. Je vois. Mais ton premier critique, quoi, on va dire. Voilà, Ah oui, et tu sais, dans le monde dans l'aspect business du jeu de rôle, les gens ne s'en rendent pas forcément compte quand ils sont simplement joueurs. C'est que, tu sais, pendant le Covid, il y a eu cette énorme vague d'intérêt pour le jeu de rôle. Surtout chez les anglophones, parce qu'il y avait beaucoup de business à se faire et il y en a qui se sont mis plein les poches et malheureusement, il y a eu une vague de personnes qui se sont intéressées à ça, mais qui n'ont jamais fait de jeu de rôle. Beaucoup de mapmakers, de cartographes, surtout les cartographes, mais beaucoup de compositeurs aussi. Je suis sur un Discord, par exemple, où il y a une trentaine de compositeurs du monde du JDR. Je pense qu'on est 10 grand max à avoir fait du JDR dans notre vie, en fait. Ah non, mais moi, je trouve ça, je suis très énervé par cette situation parce que ils font de la musique qui labelle JDR et c'est inutilisable. C'est-à-dire que, moi, je suis souvent maître de jeu, depuis, je pense, 7-8 ans, quasiment toutes les semaines ou 2 semaines. J'adore ça et j'ai pas envie d'un morceau de musique qui, en plein milieu, où toutes les 20 secondes change de thème, d'intensité et tout ça, si tu veux. En fait, étonnamment, tu veux de la musique assez générique qui est stable dans le temps. Ou si elle évolue, elle doit évoluer lentement et de manière relativement prévisible, tu vois. Oui, je vois. Oui, d'ailleurs, ça se ressent très très bien d'ailleurs dans tout ce que tu fais et tout. Oui, c'est vraiment ce côté d'ailleurs qui me plaît beaucoup aussi. Merci. Mais Philippe aussi, il joue pas mal. Lui, il est pas MJ, il est joueur, mais c'est très bien aussi. Et ça se voit parce que du coup ces morceaux changent lentement ou ils changent pas ou tu vois. Et justement le problème c'est que t'en as plein des compositeurs et autres, des cartographes qui ne savent pas ce dont les gens ont besoin et ça fait de la mauvaise qualité quoi, selon moi. Oui, un peu critique. Non mais je suis tout à fait c'est tout à fait normal hein, le truc de c'est-à-dire que j'en ai vu des fois ces compiles etc. mais c'est-à-dire que ça change de manière complètement abrupte. Il y a des changements de rythme en plein milieu d'une description. On comprend pas, c'est un peu, c'est très difficile
disons, c'est un matériau qui est pas facile à utiliser en tant que MJ, du moins sans avoir à le monitorer en gardant les yeux dessus à H24, ce qui bon en fait, ce n'est pas du tout pratique en fait, donc là au moins vous avez, on va dire, les problématiques qui, enfin, vous répondez à ceux en quoi vraiment besoin les MJ, on va dire, quelque chose où tu n'as pas trop besoin d'être en train de monitorer en permanence. Absolument, ouais. Il faut être ingénieur du son en plus d'être MJ quand même, on va jamais s'en sortir quand même. Hein, c'est très bien dit, c'est vrai que tu peux pas être DJ en même temps que MJ en fait. Et la musique, tu as envie de la mettre et de l'oublier en fait. Moi, ce que je dis, une bonne ambiance, c'est une ambiance que tu oublies. C'est-à-dire qu'elle est en fond et tu la remarques que quand tu l'enlèves. C'est là, il manque quelque chose. Mais le reste du temps, t'es pas censé trop y penser. C'est censé t'accompagner. C'est-à-dire que quand tu te balades en ville ou n'importe où, ou en forêt ou autre, quand tu te mets à écouter le son dans lequel tu es, là tu le remarques, mais le reste du temps tu le remarques pas en fait. Il est juste là et il te met dans le moment en fait. Et pour moi, une ambiance de jeu de rôle, c'est pareil. Si tu te mets à activement écouter l'ambiance ou activement arrêter de jouer, ça fait peu de sens, mais ou plutôt devenir passif et écouter la musique, c'est que le compositeur a échoué. Oui, c'est ça. Oui. Alors il peut y avoir des moments. Ça attire pas trop l'attention aussi des joueurs. Ouais. C'est très important. C'est pour ça que je conseillais d'éviter des musiques avec des voix, parce qu'en fait ça c'est terrible. C'est comme si on, comme les élèves qui parlent pendant que le prof est en train de parler. C'est très bizarre comme effet. Oui. Alors après, évidemment, le MJ peut décider d'avoir un morceau très prenant, un moment XY. Moi aussi, je le fais. Tu vois, les batailles contre les gros boss, j'aime bien mettre du Doom Eternal ou un truc comme ça, tu vois, ou Skyrim. Tu vois, là, c'est très énervé. C'est très, très énervé. Mais tu vois, c'est parce que t'es écrasé sous le poids de la responsabilité dans le combat, tu vois. C'est quelque chose d'insensé qui t'arrive. Et du coup, j'aime bien mettre ce genre de musique, mais c'est sélectionné, quoi. C'est l'objectif. Tu sais ce à quoi tu t'attends. Oui, je vois. Oui, c'est ça, oui, voilà, c'est exactement ça que je voulais dire aussi. Voilà, tu sais à quoi tu t'attends. Tu vas pas te dire, oula, la musique qui me fait n'importe quoi, là, qu'est-ce qui se passe? Un truc qui fait un changement. Et du coup, alors, tu as quand même, on avait parlé un petit peu de ton projet un peu Describe. J'avais fait une vidéo sur la chaîne pour en parler, d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, sur Twitter, allez la voir. Et évidemment, vous aurez le lien vers Describe dans la vidéo. Alors, je vous conseille, si vous êtes anglophone, parce que pour le moment, on verra si un jour c'est traduit en français, on verra peut-être, mais en tout cas, voilà, c'est anglophone pour le moment, donc à vous de voir si vous êtes anglophone, sachant que bon, il y a quand même la fonction Google Traduction, j'ai testé, ça passe, il y a des trucs, franchement, ça fait très bien le taf, Google Traduction se débrouille très très bien, donc voilà, toujours un moyen de vous débrouiller, mais est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus de ce projet, et comment, on va dire, ça t'est venu cette idée, comment tu l'alimentes, comment tu le peaufines et tout, un peu les coulisses de ce projet-là en particulier. Oui, alors Describe, à la base, c'est des Canadiens qui ont lancé leur projet qui avait pour objectif d'offrir aux maîtres de jeu des descriptions de grande qualité, comme les descriptions que vous pouvez trouver dans n'importe quel bon bouquin de JDR, où vous avez des petits encadrés qui vous expliquent la situation que vous pouvez lire à haute voix pour vos joueurs. Parce qu'ils ont remarqué qu'il n'y avait pas de description pour tout, et que les MJ, il y a beaucoup de MJ qui n'aiment pas trop improviser, ils aiment être MJ, mais ils ne sont pas forcément dans l'écriture, ou ils ne sont pas forcément à l'aise avec ils n'ont pas une bonne diction ou autre, puis ils aiment avoir des belles descriptions faites par des écrivains. Tu vois. Et ce qu'a fait Describe, c'est qu'ils ont sélectionné des écrivains qui bossent qui ont bossé pour Wizard of the Coast, qui ont bossé pour Paizo et autres, et même certains qui ont écrit des bouquins de JDR qui ont très bien fonctionné. J'ai pas les noms en tête parce que c'est des écrivains anglophones et c'est pas forcément non plus mon type de littérature, mais ils ont fait environ 20 000 descriptions et ils continuent d'en faire tous les jours, et ils avaient envie de mettre du son là-dessus, donc du son sur chaque description. Alors ils m'ont contacté et on a un peu discuté de ce qu'ils voulaient faire. Moi je leur ai expliqué que j'avais pour projet de créer une solution audio complète pensée pour les maîtres de jeu et uniquement audio, donc c'est pas de faire un autre virtual tabletop pour être en compétition avec tout le monde, mais juste la partie audio parce que c'est ça que je maîtrise. Et on s'est dit que si on mettait nos forces ensemble, eh bien on aurait un outil qui serait unique au monde. Et en effet, eux c'est les seuls à avoir ces descriptions, et ma bibliothèque, la bibliothèque de Mickey Gelfi Studio est de loin la plus large au monde aussi. Donc on s'est dit on va mettre nos forces ensemble.
Et on a créé du coup la Sonic Library. Donc c'est un outil que vous pouvez utiliser sur Internet qui est disponible sur browser, comment s'appelle le browser? Opera, Chrome, etc. Navigateur. Navigateur, voilà. Je vous en prie. Sur navigateur qui est disponible, qui permet de sélectionner toutes les ambiances qu'on a fait, toutes les musiques, et aussi charger les descriptions que Describe a fait. Attends, je réfléchis un peu comment te formuler ça. C'est assez unique comme projet dans le sens où c'est un outil pour les maîtres de jeu qui est censé favoriser l'immersion. Et vraiment, notre objectif, c'est de favoriser l'immersion et la facilité d'utilisation. Et on a sorti notre V1 qui était en novembre. C'est un peu une alpha quand même, un peu une alpha ou une bêta, dans le sens où il y a pas mal d'éléments qu'on voulait retravailler. Et actuellement, on travaille sur la V2 qui devrait en principe sortir en septembre. Et là, on a complètement revu toute notre interface. Tout ça aussi lié directement à Foundry. Vous pouvez charger tout ça directement dans Foundry, mais c'est un bonus, on n'est pas directement lié à eux. Et en fait, c'est un outil dans lequel vous pouvez mixer toutes les ambiances que vous voulez ensemble et sélectionner sur le pouce, avoir des playlists complètes dans tous les styles de musique, plutôt fantasy, même si on est en train de signer des accords avec d'autres compositeurs qui vont rejoindre MGS. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. Je sais pas si je l'ai correctement vendu, mais non, c'est un outil. C'est très bien. C'est un outil pour la gestion audio qui sera beaucoup plus simple que Syrinscape, qui buggera moins, qui sera moins cher aussi. Et puis puisqu'il parle pas français, je peux très bien les tracher comme ça. Y a pas de souci. Et toc. Et toc. Oui, ça c'est vrai que donc en fait un peu grosso modo on fait entre gros guillemets un peu ce que tu fais toi en composition, mais on a un peu voilà les briques de Lego. On a quelques briques de Lego. Bon, on joue un peu avec les quelques briques, pas non plus, mais c'est ce que permet de faire un peu la version, enfin la partie audio de Describe, justement, de pouvoir assembler des trucs et pouvoir créer une ambiance particulière. Voilà, si comme vous voulez mettre une ambiance de forêt, vous voulez rajouter une ambiance de gens, vous mettez une ambiance de gens, vous rajoutez, vous voulez qu'il y ait un dragon, vous rajoutez un dragon, voilà, tac tac tac, vous pouvez. Alors oui et non, dans le sens où j'avais pas envie de faire quelque chose de tellement modulable que tu te perdes dedans. Oui, le but c'était que ce soit simple quand même, parce que mes ambiances de base, en fait, il y en a suffisamment pour que tu n'aies pas besoin d'en créer des nouvelles. Oui, c'est vrai. Par contre, ce qu'il y a par-dessus, c'est des SFX, des effets spéciaux, voilà, qui sont pour l'instant disponibles que pour le maître de jeu, mais on est en train de faire une version joueur où les joueurs pourront jouer des SFX eux-mêmes. Pourquoi? Parce que, en fait, alors, soit tu peux le jouer comme moi autour d'une table, je joue jamais à distance. J'aime avoir mes amis autour de moi, manger la pizza, puis raconter les histoires avec les potes. C'est ce que j'aime, c'est l'aspect social du jeu de rôle. Mais si tu veux, tu peux aussi jouer à distance et on aura un système de chat. On a déjà un système de micro qui fonctionne très bien. Avec une qualité supérieure à Discord. Et là, les joueurs pourront s'envoyer des effets spéciaux et autres. Et dans la V2, qui va arriver en septembre, peut-être un petit peu après, on aura aussi la possibilité, par exemple pour le MJ, de parler uniquement avec un ou deux joueurs, d'envoyer des sons qu'à un ou deux joueurs, et aux joueurs de discuter entre eux uniquement. Donc c'est tout ce qui est communication aussi qui sera géré, mais d'une manière unique, parce que dans aucun autre VTT ou aucun autre système, tu peux envoyer des sons qu'à un joueur. Et ça, notre objectif, c'est par exemple, pour la narration, je trouve ça exceptionnel, parce que d'un coup, tu as juste un joueur, le seul joueur par exemple qui peut parler au fantôme du groupe, il va entendre le fantôme, il va entendre un son de fantôme, il va entendre des choses comme ça, tu vois. Alors le fantôme, ça peut être soit le MJ qui va lui parler, il y a que lui qui l'entend, soit ça peut être des petits effets spéciaux que tu peux rajouter. Et si le joueur n'entend pas, personne n'entend. Alors ça brise un petit peu le quatrième mur, mais sur certains JDR, il n'y a pas de problème, tu vois. Oui, mais ça aide en plus, ça brise un peu le quatrième mur tout en aidant l'immersion, donc au final, en fait, c'est sporadique, voilà, on n'est pas non plus sur un truc, on va pas faire deux expériences. C'est toi qui choisis, mais c'est un peu comme mettre des bougies autour de ta table si tu fais un truc d'horreur ou autre. Le personnage ne le voit pas, mais le joueur le voit, puis ça participe quand même à l'immersion. C'est un sacré bonus quand même pour donner un petit plus vraiment, vraiment très sympa. Pour ça, très 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 bonne idée, les wisps, les murmures de trucs, ça très très bien, ça je trouve dommage d'ailleurs que Discord n'ait pas eu cette idée-là de faire cette idée d'ailleurs parce que moi je fais des parties beaucoup en distanciel. C'est vrai que je savais que Guilded faisait ça à une époque.
sur la version vocale, de pouvoir avoir des raccourcis où clac tu dis je ne parle qu'à un tel. Et ça c'est vrai que ça aurait été génial de pouvoir juste dire tac tu mutes pas tout le monde, juste tu parles et il y a que telle personne qui est associée à ce raccourci qui va t'entendre. Et ça j'aurais aimé avoir ça sur Discord, mais bon c'est pas le but. Mais ça je trouve ça génial, voilà, ce truc de pouvoir envoyer des sons à des personnes spécifiques. Plutôt que tout le monde un peu aujourd'hui a des casques quand même d'assez bonne qualité. C'est assez répandu. Maintenant les casques gaming sont quand même une qualité quand même qui est très bien, pas parfaite, mais qui est quand même très très bien. Donc c'est comme autant en profiter du coup avec ce genre de bonus quand même. Oui. On a l'ambition un jour de faire du 7.2 ou je sais plus quoi, ou 5.2, c'est-à-dire avoir les sons qui sont vraiment en 3D tout autour de toi, en 3D. Ouais. Ça c'est mon rêve aussi, ça on est en train de travailler dessus, je vais pas trop spoiler, mais on a 2-3 gros trucs qui arrivent et tu vois, ça c'est typiquement le genre de choses qui sont possibles que quand tu as une entreprise qui marche bien et qui a des ambitions d'aller juste au-delà de la simple composition audio, mais vouloir vraiment d'offrir un service autour de ça, tu vois. C'est ça, vraiment les sons 3D, je trouve c'est incroyable pour ça. Je suis très très fan de ça. J'ai adoré notamment le jeu Hellblade Senua Chronicles qui joue beaucoup là-dessus, qui est un jeu vidéo, je sais pas si tu as joué. Non, j'ai pas joué. C'est un jeu vidéo du coup où tu as faut jouer avec un casque et tu incarnes du coup une Senua du coup qui est une Viking qui va dans Hell, le royaume des morts, chercher son mari en fait. Et tout du long en fait elle a une sorte de schizophrénie où elle a eu un trauma qui fait que tu entends, alors c'est anglais, mais tu entends des gens qui murmurent, il y a plusieurs voix qui murmurent à ses oreilles en même temps des éléments contradictoires. Il y en a qui lui dit d'avancer, il y en a qui lui dit qu'il y en a une qui est lâche, qui lui dit qu'elle n'arrivera jamais à rien, il faut me fuir, etc. Et c'est de temps en temps dans tes oreilles, il y a des moments, et c'est très très bien spatialisé, où tu as les voix, des fois, tu en as vraiment une, l'impression qu'elle vient vraiment très proche de ton oreille, il y en a une que tu entends de très très loin, et il y en a une qui se rapproche de très très près, limite ça fait pas un screamer, mais presque, ça te saisit, et c'est très très impressionnant, vraiment, j'avais adoré ce jeu-là pour ça, et je me suis étonné que personne n'ait pensé. Alors, je pense que la technique doit être très énervée même, je pense, pour permettre une spécialisation. Voilà, ça doit être très compliqué à mettre en œuvre. Et en fait, si tu veux, je te parlais des banques de sons avant, mais le problème, c'est que les sons accessibles de base avec 5 canaux ou 6 canaux, il y en a très 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 peu, parce que ça demande 6 micros pour l'enregistrer, ou des micros particuliers, ça coûte une fortune. Les banques de sons coûtent aussi une fortune, et il y a aussi un autre aspect, c'est que alors ça pour le coup c'est très ennuyeux, c'est que les fichiers audio sont 6 fois plus lourds. Oui, c'est ça. Et du coup, l'audio c'est déjà très très lourd. Oui, voilà. Oui, parce que c'est quoi, c'est du FLAC, c'est du. Non, c'est pas. Non, mais je sais pas si le Wave. Attends, je sais pas si le MP3 peut gérer. J'en ai aucune idée. Je crois que le MP3 c'est que stéréo. Mais en tout cas, le FLAC, je crois qu'il est en version 5.1 ou 7.1. Le Wave, c'est évident parce que le Wave c'est du format non compressé. Mais le problème c'est que le Wave, tu vas pas l'envoyer en streaming en fait. C'est tellement lourd que t'as l'écrasante majorité des connexions qui vont lâcher. Oui, c'est ça. C'est comme le point à vie pour les vidéos. C'est-à-dire, oui, c'est brut. Voilà, tu vas pas envoyer du brut, Et c'est ça, des trucs. Oui, donc en plus de ça, forcément, là, avec autant de canaux qui doivent traiter les trucs, oui. Donc, mais j'avais vu les coulisses de ça, c'était incroyable ce qu'ils faisaient, comme très intéressant en tout cas. Il faut aussi que la personne l'utilisateur final ait de quoi lire les fichiers convenablement, parce que si t'as juste tes petits écouteurs Apple, bah ça va pas suffire en fait. C'est dommage. Oui, c'est ça. C'est un peu comme mettre un moteur de Fiat dans une Ferrari. Tu sais, c'est cool, t'as une Ferrari, mais elle va pas dépasser les 50. Certes, mais voilà, oui, je vois, oui. Oui, c'est vrai que bon, et puis avoir peut-être une carte son aussi quand même, c'est pas encore trop démocratisé, peut-être d'avoir une carte son déjà qui gère un peu aussi et un casque qui soit adéquat. Oui. Moi, j'en ai pris un, mais j'ai pris un Sennheiser d'entrée de gamme, mais c'est vrai qu'après ça monte très très vite le coût des casques pour avoir à apprécier des trucs, des sons et tout. Et bon, aussi après pour les sons qui sont ultra compressés aussi, peut-être après sur YouTube, des fois tu te dis bon, est-ce que vraiment il y a besoin de partir dans les aigus et on n'est pas. Bon, sur YouTube, il y a pas de
son en 8, en 7 points, en 5 points, il me semble pas que, non, je crois pas, non. que ces technos soient dispo, parce que comme tu vois, comme ils compressent leurs vidéos. Oui. Enfin, je sais pas si tu as déjà essayé d'une fois d'envoyer ta vidéo et de la retélécharger depuis YouTube. Elle fait la moitié du poids de base. Oui, j'avais vu, oui, c'est pour ça qu'en fait, des fois, pas que je suis pas très regardeur, mais des fois, je me dis, ouais, non, mais en fait, ça va pas se voir, et même le son, des fois, quand je monte, je me dis, oh là là, mais on entend trop la musique, et pareil, il tasse le son comme pas possible, en fait, et je me dis, en fait, on n'entend plus rien. Tout à moins 14 dB, ouais. Donc je me dis, bon, bah, en fait, tout est bon, mais moi, quand je monte, j'ai l'impression que la musique, elle me dérange, et du coup, maintenant, je suis habitué, je sais que je dois monter avec ce niveau sonore-là, mais oui, il tabasse un peu le YouTube, bon, c'est très bien, mais ça tabasse un peu la qualité sonore et la qualité visuelle quand on s'y connaît un tout petit peu. On fait tout ça pour ça, finalement. Je suis très content d'avoir. Tu viens un peu de divertissement sur YouTube, tu viens pas forcément. Oui, voilà, c'est ça après, mais je pense que quand tu es habitué en tant qu'utilisateur d'avoir ce niveau-là, enfin, tout le monde écoute sa musique un peu sur YouTube maintenant, etc. Te dis, est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un casque haut de gamme pour entendre un son ultra compressé au final, tu vois, c'est le truc bon. J'ai envie de te dire quand même oui, pour une raison simple, c'est que ton casque haut de gamme, il sera aussi très confortable. Oui, c'est tout bête, hein, mais quand tu l'as 3 heures sur les oreilles, quand tu fais du JDR ou même 2 heures, c'est vrai que oui. C'est quand même agréable d'avoir une mousse assez agréable que tu peux nettoyer facilement. Ça sent vite. Sans détail, hein, vraiment. Mais, oui, c'est de la qualité. Au-delà de ça, c'est de la qualité. Oui, c'est sûr. Oui, et puis si d'un coup tu as envie d'écouter de la bonne musique, typiquement Spotify, ils ont une version HD de leurs morceaux et c'est pas trop mal en termes de qualité. Oui, c'est ça. Mais après, aussi sur Spotify. Oui, voilà, après, bon, ils sont pas là pour ils sont spécialisés dans le son, donc forcément YouTube, bon, c'est très accessoire le fait d'écouter de la musique sur YouTube, c'est juste que c'est très c'est-à-dire que et Spotify c'est payant aussi parce que t'as pas la qualité HD si tu payes pas. Ah oui, forcément. Je sais pas comment c'est. Et du coup, alors bon, si on jette un œil, alors tu en as parlé un tout petit peu justement là avec rebondir un peu sur justement les sons HD, les sons 3D, etc. Si on jette un œil vers le futur, c'est quoi un petit peu tes ambitions avec tes projets, voire même peut-être un rêve ultime, pas forcément atteignable, lequel tu souhaiterais tendre au maximum, si ça ce n'est pas aussi secret que la recette du Coca-Cola. Non, il n'y a pas de secret. Ce que j'aimerais, c'est que la solution Describe fonctionne vraiment bien. Qu'on soit sur, qu'on puisse la regarder et se dire, ok, elle est parfaite, elle est exactement comme je voulais, ça remplit tout le cahier des charges et les gens sont 100% ravis avec une technologie qui soit la meilleure en fait, simplement, qui soit un exemple pour les autres, qu'on soit vraiment en avance. C'est l'aspect technologique qui m'intéresse beaucoup maintenant. Il y a aussi le fait que MGS maintenant, c'est un label de musique. Comme je t'ai dit, on est 6. Il y a 2 nouveaux compositeurs qui nous ont rejoints d'Allemagne. Ils font partie d'un groupe qui s'appelait à l'époque Lyre RPG. Lyre comme la lyre, c'est l'instrument de musique grec. Et ils sont extrêmement doués. C'est pas des professionnels. Ils ont aucune prétention de vouloir en vivre un jour. Eux, ce qu'ils veulent, c'est bosser sur des projets excitants. Et je leur dis, nous, on va pouvoir vous offrir ça. Parce que le nom est connu, donc on nous offre, comme j'ai dit, on vient nous proposer de travailler sur des projets. Donc moi, mon objectif actuellement, c'est d'avoir plus de compositeurs qui bossent pour MGS et leur donner tous les projets qu'ils ont envie de mener. En fait, c'est de professionnaliser, non pas seulement nous, parce que nous, c'est bon, on tourne bien, les gens nous connaissent et ça marche bien. C'est tout ce qu'on fait est très pro. Enfin, jamais je me dis, ah merde, on aurait pu faire mieux. Dans le sens qualitatif, tu vois. Mais ce que j'aimerais, ce serait professionnaliser le milieu de la musique dans le JDR et qu'on soit considéré comme un vrai style, si je puis dire, un vrai genre musical. Comme la musique épique peut être considérée comme un genre musical, ce genre de choses. Et j'aimerais aussi que Alors là, on a quelques projets pour bosser sur des jeux vidéo. Je trouverais ça cool. Ce serait un objectif de notre musique qui est dans un jeu vidéo. Même si c'est pas moi qui l'ai composé, j'ai la fierté d'avoir quand même le nom de la boîte qui a fait la musique. On a 2-3 pistes à ce niveau-là. On est en discussion avec une entreprise qui fait justement un jeu dans le milieu du jeu de rôle. Un jeu vidéo, mais tiré du jeu de rôle. Je ne vais pas trop en dire plus parce qu'il n'y a rien qui est signé pour l'instant. J'aimerais beaucoup, mais il n'y a rien. Et sinon, en règle générale, j'aimerais que la musique soit plus utilisée par les gros podcasts. Ça, ce serait un objectif à long terme. C'est-à-dire que, typiquement, en France, les joueurs du grenier et autres,
ils utilisent pas notre musique, tu vois. Ils utilisent la musique de leurs potes, ou je sais pas ce qu'ils utilisent en fait, des banques de sons gratuites, parce que je sais pas s'ils savent qu'on existe en fait. Et ça, j'aimerais savoir pourquoi. Alors, je sais comment rentrer en contact avec eux. Je vais le faire d'ailleurs dans pas longtemps, mais ça m'intéresserait. Puis pareil pour le reste du monde en fait. J'aimerais bien que les gros podcasts utilisent ce qu'on fait, parce qu'il n'y a pas de raison qu'ils ne l'utilisent pas. Oui, je vois, oui, bah oui, c'est ça. Après, les trucs de. Oui, surtout quand même, en plus, je demande peut-être comment ils peuvent ne pas y accéder. Peut-être justement, il y a peut-être un peu l'appréhension, je dirais, d'utiliser des trucs. Alors, peut-être ils n'ont pas vu, tu vois, ton message concernant le fait de l'utilisation, tu vois, ils se disent l'appréhension de vraiment éviter d'utiliser des sons comme ça qui pourraient être démonétisés ou se prendre des. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui monte très très vite, hein, ça, la peur du strike. Moi, ça m'a fait un petit peu, pour l'instant, légèrement arrêter certains formats. Genre, par exemple, les scènes à refaire, je pense être un peu contraint de les arrêter ou je vais les transformer parce que j'ai pas eu un strike, mais j'ai eu une vidéo bloquée par Aniplex, quoi, par exemple, quoi, voilà, qui n'a pas trop aimé, mais disons qui a bloqué la vidéo sur Demon Slayer que j'avais faite. Et en fait, voilà, donc ça, c'est vraiment la hantise que tu as quand tu commences à avoir beaucoup d'abonnés. Donc toi, tu vois, tu risques pas le strike, tu vois, mais pour les gens qui viennent peut-être agglomérer des trucs, peut-être le zéro prise de risque de se dire au cas où, voilà, tu vois, et peut-être ils vont pas chercher plus loin. Donc c'est peut-être ça aussi, et peut-être de t'avoir toi qui vient directement dire non mais c'est bon, ok, allez-y. Ah bon, ben ouf, on peut y aller alors parce que. Ouais, t'as raison. Et tu vois, souvent ces gros podcasts et autres, ils sont abonnés à Epidemic Sound ou à d'autres des agrégateurs de sons qui sont gigantesques, qui pèsent des millions et des millions, et ils se disent bon, j'ai mon contrat avec eux, c'est du solide, au moindre problème ils sont là pour nous aider, tu vois. Oui, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut aussi être assez gros, enfin on doit être aussi assez gros de notre côté pour rassurer ces utilisateurs potentiels. Mais bon, on a déjà nos sons qui sont utilisés par Dimension 20 et 2-3 autres gros podcasts. The Root Tales of Magic, par exemple, c'est un très gros podcast américain. Ils ont 20 000 patrons sur Patreon. Ok, ah oui. Te dire. Puis 2-3 autres podcasts comme ça. Mais bon, c'est pas Critical Role, c'est pas ce genre de choses. Ce serait assez fun. Bon, c'est toujours eux qui sont cités tout le temps, hein, évidemment, c'est un peu la référence. Mais ce serait assez drôle d'avoir notre musique dessus. Si tu veux. Oui. Après, je te dirais que ça va finir par s'imposer au bout d'un moment. Je pense qu'il y a moyen que ça. Si ça se fait pas, ça va pas m'empêcher de dormir. Hein, oui, non, voilà, mais bon, je veux dire, le truc de se dire, ce serait quand même, voilà, on est dans l'histoire un peu du rêve, de l'envie un peu, et de se dire, franchement, ce serait cool quand même que ça se passe comme ça. Oui, voilà, c'est le truc, mais bon, voilà. Donc, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, vite, et qui connaissent les gens de Critical Role, écoutez. Au prochain brunch à New York, vous allez. Au prochain, c'est ça. Vous leur dites qu'il y a quelqu'un qui veut leur parler. Écoutez-moi bien. Mais tu vois, comme autre objectif, j'aimerais bien renouer un petit peu avec la croissance sur YouTube, parce que YouTube a fait divers choix stratégiques ces dernières années qui fait que de notre côté, ça croît beaucoup moins. Oui. À une époque, j'étais à quelque chose comme 4000 nouveaux abonnés par mois sans avoir besoin de faire une quelconque promotion, et c'était en croissance, et je sais pas ce qui s'est passé, et ça chez tout le monde en fait. Alors je sais pas si c'est YouTube en général qui descend, c'est pas impossible, je serais même pas étonné que ce soit le cas. Ça expliquerait aussi pourquoi ils se débattent dans tous les sens pour ajouter 50 000 fonctionnalités, mais j'aimerais bien atteindre les 200 000, un truc comme ça. Là on est à 137, mais bon. Après, je sais, on réfléchit beaucoup de changements. Ouais, il y a eu pas mal de changements, ouais. Même tu vois, début d'année, là aussi, il y en a eu quelques-uns qui sont passés, qui ont été sentis, par. Bizarrement, en début d'année, ça a un peu changé maintenant. On a senti qu'ils ont fait un test. Fin d'année, début d'année, on a senti qu'ils ont fait un test où ils ont favorisé les petits et ils ont défavorisé les grands. Et il y a tous les grands qui se sont plaints, qui ont dit, ouais, on l'a senti passer, dis donc, on nous a enlevé des vues, en fait. Et moi, effectivement, c'est là où j'ai commencé un peu, pas à exploser, mais j'ai senti, il y a eu un petit boost d'un coup qui est arrivé. Absolument. Voilà. Mais en fait, c'est un système assez étrange parce que les vieux sont là depuis un moment, puis ils aimeraient bien continuer ça jusqu'à la retraite parce que c'est leur métier. Et en même temps, les jeunes, ils aimeraient bien démarrer, ils ont des super projets, on les voit pas forcément. Et du coup, ils vont sur d'autres plateformes qui, elles, pourraient les favoriser et créer des nouvelles attentes, parce que c'est vrai que t'as pas envie de voir non plus pendant 40 ans le même format si t'es abonné à une chaîne. Puis tu vois, YouTube, ça fait quand même un bout de temps que ça dure. Donc tu peux avoir suivi on parlait du JDG avant, tu peux avoir suivi le même créateur depuis le début. C'est possible, tu vois. Et tu t'attends aussi à ce qu'ils se remettent un petit peu en question, créer de nouveaux formats et tout ça.
Mais tu vois, typiquement, je te parlais de ceux qui créaient des milliers de chaînes YouTube d'ambiance, ce qui pour nous est une catastrophe. En novembre, j'étais au QG de Google à Zurich. J'étais invité pour discuter de différents trucs sur l'interface et je leur ai expliqué cette problématique et ils ne la connaissaient pas du tout. Ils en ont jamais entendu parler en fait. C'est-à-dire qu'ils sont pas au courant des problématiques qui touchent leurs créateurs. Et tu vois, la musique et les ambiances sur YouTube, c'est énorme. C'est un marché qui est vraiment conséquent, tu vois. Si tu fais le total des vues qui sont faites, c'est vraiment gros. Ils sont pas trop habitués, quoi. Ouais, c'est que c'est très. Enfin, disons que pour eux, c'était un effet de bord de YouTube, enfin de la plateforme YouTube, c'est-à-dire de dire mettre des musiques juste avec une image fixe et juste écouter de la musique. Eux, ils s'imaginaient juste que les gens allaient juste regarder des vidéos, puis d'un coup, on se retrouve avec un effet de bord de mais il y a de la musique maintenant aussi. Les gens écoutent. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Comment ils savent que la musique est découverte sur YouTube. YouTube, je crois que c'est encore maintenant, mais peut-être ça a changé, mais c'était du moins il n'y a pas si longtemps encore la meilleure plateforme pour découvrir de la musique. C'est ce que les gens utilisaient en fait, simplement pour découvrir des nouveaux compositeurs et artistes. Mais ils connaissent pas la problématique ils sont pas trop intéressés à la problématique du vol de l'audio en fait, étonnamment. Et je leur dis mais vous voyez, il y a plein de créateurs de compositeurs qui se disent mais YouTube on laisse tomber parce qu'on décollera jamais en fait, parce que t'as des énormes agrégateurs qui reprennent les sons de tout le monde ou avec des bots et tout, et t'as à côté de ça encore des mecs qui juste te copient et puis tu peux rien faire contre, et puis ils ont pas de système à part Content ID l'ancien là qui permet d'identifier le son qui est utilisé quoi. Donc je sais pas trop comment me placer par rapport à ça. Je suis en train de considérer de nouveaux formats. J'essaie de faire un mix avec Describe peut-être. Je voulais faire des vidéos plus narratives où tu as les mêmes sons toujours, mais en plus avec du texte, tu sais. Du coup, le MJ pourrait pas seulement regarder la vidéo, mais aussi avoir des idées pour des scénarios. Mais je sais pas à quel point c'est porteur. Je réfléchis. Mais voilà, c'est bon. Non mais voilà, c'est bien. Ça fait. Il y a des portes ouvertes et des trucs un petit peu. Des réflexions un peu sur l'avenir quand même, c'est bien. Il y en a du travail, il y en aura. Il y aura du travail, je peux vous le dire. Et du coup, un peu pour finir, alors on a un petit peu, j'aime bien faire ça, un petit peu pensée libre, un peu de discussion ouverte, histoire d'aller vers la clôture du podcast en toute tranquillité. Et du coup, savoir, est-ce que tu voulais qu'on parle d'un sujet pendant les quelques prochaines minutes là, ou un sujet qu'on n'a pas forcément abordé, ou quelque chose que peut-être qui te tiendrait à cœur, ou que tu aimerais un petit peu qu'on parle, ou pas du tout. Pas obligé. Tu me prends de court, écoute, je sais pas trop. Après, on a parlé un peu de YouTube, donc déjà on a déjà un petit peu justement abordé un peu ce sujet justement, et sur la création sur YouTube. Je sais pas trop quoi te dire. Non, mais on n'est pas obligé. Je pourrais parler de tout, j'ai plein d'autres passions à côté, mais le problème c'est que si je me lance sur la philosophie maintenant... Laissez-moi vous parler de ma passion pour le saxophone. On est parti pour 2 heures, t'as bien... On est parti pour le saxophone, c'est parti. Les gens qui écoutent le podcast ne comprennent plus rien. Non, mais c'est vrai qu'après, voilà, mais c'est très bien, c'est vrai que le truc avec... Toi, en plus, c'est un peu spécial, justement, comme chaîne YouTube, si on peut dire, parce que c'est le genre de vidéo où les gens peuvent y revenir, doivent avoir des... Après, en termes de stats, je pense que tu dois voir des courbes un peu bizarres, peut-être. Après, je sais pas si c'est très bizarre, ouais. Mais c'est juste que les gens peuvent revenir 10 fois sur la même vidéo. C'est des vidéos d'1 heure. Enfin, YouTube, il doit rien comprendre en termes d'algorithme, de se dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Comment les gens y reviennent 10 fois sur une vidéo? C'est très bien dit. En fait, YouTube ne comprend pas ça. J'ai montré d'ailleurs ça aux experts à Zurich. Ils comprenaient pas. Ils avaient jamais vu une telle utilisation de YouTube parce que pour eux, ça fait pas de sens de considérer YouTube comme une librairie, en fait. Et nous, on considère YouTube comme une librairie. Et je leur ai expliqué, voilà, les gens sont abonnés, ils regardent ces vidéos, ils regardent le nom. Si le nom les intéresse, ils vont écouter. Sinon, ils se disent, j'utiliserai pour une autre session. Mais ils sont quand même intéressés, en fait, si tu veux. Mais ils considèrent juste que ça existe. Souvent, ils oublient parce que YouTube n'est pas fait pour te rappeler des trucs sur lesquels tu n'as pas cliqué, en fait. Et quand ça les intéresse, ils cliquent. Peut-être qu'ils ont juste 2 minutes. Donc, ils écoutent 30 secondes, juste pour voir à peu près de quoi il en retourne. Et ils mettent ou non dans leur playlist pour leur session à venir, pour une campagne à laquelle ils ont pensé. Et comment est-ce que YouTube comprend ça? YouTube se dit, ok, c'est une vidéo de 3 heures. Le type va regarder 30 secondes, ça ne doit pas l'intéresser. Alors qu'en fait, ça l'intéresse. Il est abonné,
et il revient sur d'autres vidéos de la chaîne. Et c'est problématique en fait. Et il écoute pendant 6 heures, mais qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça, oui. Et tu as vraiment certaines de nos vidéos qui, en fait, l'écrasante majorité de nos vidéos qu'on réussit, c'était ça. Au début, rien du tout, quasiment pas de vues, parce que nos nouvelles vidéos font jamais beaucoup de vues. C'est pas comme ça qu'on fonctionne en fait. C'est pas des échecs, c'est simplement notre fonctionnement qui va ainsi. C'est que t'as pas de vues au début, et après 6 mois, 2 ans, tu sais pas pourquoi, ça augmente, mais de manière exponentielle. Mais la ligne est, tu sais, mais vraiment une ligne exponentielle, donc parfaitement lisse. C'est magnifique à voir. Donc, quand ça va dans le bon sens, évidemment. Oui, évidemment. Et septembre de l'année passée, on n'a pas compris ce qui s'est passé. On a fait une vidéo. C'était 30 minutes de musique arabisante, un petit peu comme ça, un album que Philippe avait composé pour un JDR il y a cela 2 ans, qu'on a ressorti. Et on n'a pas compris, en un mois, ça a fait 100 000 vues. Jamais une vidéo n'a fait autant de vues, parce que c'était vraiment, tu sais, vraiment les vidéos buzz, tu sais. En forme de vidéo buzz, qui n'a aucun sens, parce qu'on fait pas de buzz, nous. Oui, c'est pas dans les dramas, on n'est pas dans les machins comme ça. Ça n'a pas matière, bah non. Non, bah non. Et les commentaires étaient dithyrambiques, il y avait rien, tu vois, c'était juste une vidéo de musique arabisante, rien de spécial. Oui, c'est ça. Mais la magie a fait que... Mais voilà, la machine a décidé de nous booster ça, et du coup, j'ai discuté avec un expert YouTube, mais qui n'est pas affilié à YouTube. Il bosse pas pour eux, c'est un peu son titre, expert YouTube, parce qu'il s'intéresse aux algos et tout ça, puis il conseille des chaînes et tout. Enfin, un gars, Sylvain, il s'appelle de... le coin des youtubeurs. Le coin des youtubeurs, oui. Il est génial, Sylvain. Je sais. Un très bon gars. Je crois que je t'ai vu sur un live, qui fait oui, je vois. Oui, c'est possible, ouais. Enfin, j'adore ce gars. Et il expliquait, il me dit, écoute, ne te pose pas la question pourquoi c'est arrivé, sois juste content que ce soit arrivé. Oui, c'est ce qu'il m'a dit, parce qu'il n'arrivait pas à me l'expliquer. Il me dit, voilà, YouTube a décidé de booster cette vidéo, et elle a testé, ça a fonctionné pendant un temps, et ça se voyait que d'un coup, il a décidé d'arrêter de la push, et elle est plus ou moins morte. Ce qui est dommage, parce que l'album est vraiment bon. Ça s'appelle Black Void, si jamais vous voulez checker, pour de la musique un petit peu... Tu l'as utilisé? Oui, je l'ai utilisé. Mais les 100 000 vues, c'était moi. Ah, d'accord. Je l'ai beaucoup écouté, tout le temps, toute la journée. Philippe a fait un boulot de dingue. J'ai beaucoup aimé comme il a mixé les morceaux, les instruments moyen-orientaux. Moi, j'adore ça en plus. Et puis orchestraux, du coup, ça marche vachement bien. Ouais. Voilà, les trucs. Oui, donc oui, c'est ça. Oui, après, c'est le jeu après de l'algo YouTube un petit peu, mais c'est vrai que bon, c'est un peu les voix de YouTube sont un peu impénétrables. Bon, des fois après voilà, on essaye un petit peu de faire des ajustements. Moi, j'essaye aussi à mon faible niveau, on va dire. Mais bon, des fois voilà, c'est les plus petites stats forcément. Le jour où fait une vidéo, le jour où une vidéo fait 100 000 vues en un mois, je pense que je fais une syncope, mais tout ira bien. Mais tu vois, toi et moi, on est dans la même problématique, c'est-à-dire qu'on s'attaque à... Enfin, nos vidéos sont souvent une niche d'une niche. Donc déjà, le JDR, c'est petit. Le JDR francophone, pour toi, c'est encore plus petit. Et des fois, tu fais, toi, des vidéos sur un concept précis dans le JDR francophone. Donc, enfin, l'ensemble des personnes que ça pourrait intéresser en France, c'est peut-être 1500 personnes, et t'en touches 1000, donc c'est extraordinaire. Mais ça fait que 1000 vues. Et quand tu fais ça, YouTube, tu dis, bah tiens, en fait, ça intéresse pas beaucoup de monde. Non, mais en fait, c'est parce que la niche est petite, mais ça intéresse vraiment tout le monde parce que c'est super bien fait. Et c'est le cas de tes vidéos. Et avoir autant de vues et d'abonnés pour toi, dans ce milieu-là, ça reste extraordinaire, en fait, d'une certaine manière. Et c'est vrai que je ne m'attendais pas. Moi, c'est que quand les gens me demandent, me disent, alors, pensez un jour passer au... Je sais pas ce qui se passe. Fait 2 ans, je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi? Mais mais quand on a commencé à se causer, il me semble que tu avais genre 1000 abonnés. Oui, c'est ça, oui, je galérais à passer les 1000. Et... Il me semble que tu postais sur les groupes Facebook. Oui, c'est ça. Bon, je poste toujours un tout petit peu parce que bon, bah. Ouais, non, c'est bien. Toujours pratique, et des fois, il y a des réponses qui sont goldées. On va pas se casser. Il y a des gens, des fois, bon. Il y a des haters qui sont rigolos à voir. Mais. Bon, je pense pas que t'en aies beaucoup, toi. Non, ça va. Bah, en fait, j'ai fini par les calmer en disant rien, en fait. Oui, c'est souvent ça. Tu sais, ils passent une mauvaise journée.
oui, c'est ce que j'appelle la technique du rocher qui brise les vagues, c'est-à-dire bon bah oui bon voilà, c'est-à-dire bon bah il y a des rochers qui sont toujours là et voilà c'est tout bon bah, et la marée s'est retirée, bon bah j'ai gagné voilà. Et voilà bon c'est vrai que de toutes les communes, la commune JDR francophone est assez particulière. Il y a deux trois. Je me souviens un type qui me disait que lui il voyait pas l'intérêt d'acheter les albums parce qu'il pouvait tout avoir sur YouTube. J'ai dit mais écoute, alors déjà télécharger comme ça c'est illégal et au-delà de ça se fait pas, enfin c'est immoral. Mais non, mais en termes de droit c'est plutôt gris en fait, donc t'as le droit de le faire. Je dis oui mais tu vois t'as le droit de le faire mais c'est pas pour autant que c'est bien. Oui, c'est pas. Et il m'a gentiment dit d'aller me faire mettre. Avec toute la grâce, l'élégance. Avec toute la grâce et l'élégance, bien sûr, mais je savais, c'est quand même. Enfin, tu mords la main qui te nourrit, en fait. Je crée les ambiances pour toi. Oui, voilà, je te demande juste de les raider sur YouTube pour que je puisse me faire 2 dixièmes de centime à chaque vue, s'il te plaît. Oui, voilà. Pourquoi c'est-à-dire pourquoi c'est des fois ce que je me pose un peu comme question quand les gens sont de manière réactive, enfin, ont une réaction très très mauvaise. Je me dis purée, mais nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur Terre et il y avait donc une chance sur 7 milliards qu'on se rencontre et il a fallu que ce soit il a fallu que tu gâches tout, Michel. Mais non, enfin c'est dommage. Je suis déçu. Franchement, on aurait pu faire une rencontre formidable et passer un excellent moment. Mais non, tu as décidé comme ça d'être infect. C'est tout de même très triste. Et ben voilà, mais c'est vrai que des fois, voilà, c'est ce que je me dis, mais purée, bon bah c'est pas grave, suivant. Et après je regarde les 7 milliards d'autres, mais je me dis purée, c'est ballot quand même. Bon, à côté de ça, il y a aussi des gens assez extraordinaires. Je trouve qu'il y a beaucoup de soutien aussi, et puis c'est une petite communauté à part 2 ou 3 comme je dis qui sont infects. Je trouve qu'il y a quand même un soutien et j'ai pas le mot en anglais qui me vient, mais une acceptation de ce que les autres font de bien qui est très agréable. Oui. Non, c'est vrai que c'est très... C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose de bien, tu as aussi beaucoup de soutien et les gens aiment parce qu'ils sont passionnés aussi. Oui, ça c'est vrai. Alors, ça, par contre, là, gros big up à ma communauté. Là, effectivement, oui, je suis toujours enchanté de voir comment, le soutien qu'il y a et tout. Puis même, il y a des gens, voilà, qui ont relayé sur Twitter des gens d'autres communes ou des trucs comme ça. Je me dis purée, bah dis donc, bah merci. Mais comme je te disais avant, tu as la communauté que tu mérites en fait. C'est-à-dire que si tu te comportes bien, à part 2-3 brebis qui se sont perdues, en principe. Si tout est positif, t'as toute la communauté positive. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu ce que j'essaie de faire un petit peu. Là, c'est un peu en étant un peu au final, si on est ok et tranquille, ma foi, bon, s'il y a des gens qui sont pas contents, tu dis écoutez, c'est pas grave. Voilà, on dit non mais je suis pas content, mais j'ai compris, mais ce n'est pas grave. Voilà, bon, enfin bref, voilà, bon. Mais du coup, on va pouvoir finir là-dessus. Restons dans le positif. Voilà, ce sera la morale de cette histoire. La morale de cette histoire, messieurs, dames. Et non, vous n'aurez toujours pas la recette du Coca-Cola, ni la passion pour le saxophone. Bref, quoi qu'il en soit, du coup, merci beaucoup, en tout cas, Michael, d'être venu. D'avoir merci pour l'invitation. Je t'en prie, ça me fait très très plaisir. Ça fait longtemps que je voulais la faire. Et du coup, merci à vous, chers auditeurs, en tout cas, d'avoir écouté ce podcast, que ce soit dans votre voiture, ou en faisant la vaisselle, ou en faisant autre chose, ou en regardant comme ça avec fixement votre computer. Bref, merci à vous en tout cas d'avoir écouté. Michael et moi, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, une très bonne soirée en fonction de quand vous avez écouté ce podcast. Et comme d'habitude, de mon côté, je vous dis, Michael vous dira son au revoir à lui. Moi, je vous dis, c'était le Scénarurgien. Ciao, bonsoir, les studios. Bonsoir.